dimanche? C'est la question que nous posons ce soir dans le débat, un débat très animé. Avant de le reprendre, je vous propose de vous montrer ce qui se passe chez nos voisins européens, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, et on en reparle. Londres, Berlin, Rome, 3 voisins européens et 3 manières de voir le travail dominical. Chez les Britanniques, le dimanche, c'est un jour comme les autres, et ce, depuis 1994. Ici, pas de repos dominical, les magasins sont ouverts. Un confort, confient certains. Le samedi, on est occupé avec les enfants, le sport. Le dimanche, c'est vraiment le moment où je peux aller faire du shopping. Côté salarié, pas d'obligation de travailler le dimanche, mais beaucoup y trouvent leur compte. Pour nous, c'est un jour de plus pour travailler. Ça nous permet de gagner plus d'argent à la fin du mois. Changement d'ambiance radical, nous voici à Berlin. Ici, pas ou peu de magasins ouverts le dimanche. C'est jour de repos. Il faut s'y faire, c'est pas compliqué. Il suffit d'être organisé. Comme elle, ils sont 73% à s'opposer au travail le dimanche. Il faut penser aux employés. Comme tout le monde, ils méritent une coupure dans la semaine. Un discours encore majoritaire il y a 10 ans en Italie, mais au pays du catholicisme, les choses changent. Tout peut se concilier. Le matin, on va à la messe et l'après-midi au centre commercial. Des centres commerciaux, désormais ouverts 7 jours sur 7. Le travail a changé, les besoins des gens aussi. Du coup, les centres commerciaux se sont adaptés. Les employés ne travaillent pas tous les dimanches. Ils s'organisent. Certains dimanches, ils travaillent, d'autres, ils se reposent. Un système qui ne fait pas encore l'unanimité en Italie. Une loi est d'ailleurs à l'étude pour mieux réglementer le travail du dimanche. Anne-Elisabeth Moutet, les syndicats au Royaume-Uni ne se sont pas battus pour leurs salariés? Vraiment, aujourd'hui, on a l'impression que c'est de l'histoire ancienne. Parce qu'en développant de l'activité, on a en réalité créé des nouveaux commerces, créé d'abord avec les salaires supplémentaires, etc. On a recréé des choses à tous les niveaux. Et donc, on a au contraire fait augmenter l'économie sur ça. Ça n'est plus en discussion. Les syndicats qui sont très actifs en Grande-Bretagne, n'oublions pas que le Parti travailliste en Grande-Bretagne est l'émanation des syndicats, c'est pas par hasard qui s'appelle Labour. Et ça n'est pas l'un des aspects sur lesquels il se bat. Il se bat sur beaucoup d'autres choses contre le gouvernement conservateur de David Cameron. Mais ça, c'est une bataille qui est terminée. Mais Anne-Elisabeth, ça se passe comment? C'est-à-dire que le travail dominical se fait sur la base du volontariat, si j'ai bien compris, mais en revanche, rien n'est dit sur la rémunération. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, les gens qui travaillent le dimanche, est-ce qu'il y a une majoration? Est-ce qu'ils sont payés plus? C'est exclusivement si l'entreprise a besoin de gens et qu'elle n'en trouve pas, qu'à ce moment-là, elle va offrir plus. Donc, ça dépend c'est la loi du marché. Mais la loi du marché ne fait pas tellement de mal, finalement, puisque quand les gens ont suffisamment de succès, on se bat pour rentrer. Et à ce moment-là, ils sont obligés de payer les employés plus cher. En revanche, il y a des horaires un peu moins importants. L'ouverture est de 11h, je crois. Alors, l'ouverture du dimanche, oui, par rapport au samedi, l'ouverture est un petit peu moins importante. Il y a tout de même et puis, il y a tout de même des limitations dans les horaires de la semaine, etc. Donc, on ne gagne pas nécessairement plus, en fait. On le gagne différemment. Ça dépend des entreprises. On n'a pas, comme en France, des accords de branche. La notion d'accord de branche est quelque chose qui a disparu dans les années 80. Benjamin Correa. Oui, plusieurs choses. Bon, d'abord, je retiens que ce qu'on avait affirmé tout à l'heure, à savoir que quand ça devient la norme, il n'y a plus de sursalaire. Hein. C'est ce qui s'explique au Royaume-Uni. Et ça a été confirmé par Mme Moutet. Je suis très content de l'avoir. Mais il n'y en avait pas avant des sursalaires au Royaume-Uni. Alors, il n'y a qu'en France que ça existe. Non. Il y a aussi des sursalaires au Royaume-Uni. Ça, je suis tout à fait désolé. Dans un certain nombre de circonstances exceptionnelles, il y a des sursalaires. Bien. Donc, le premier problème, c'est celui-là. Hein. Le premier problème, c'est que si ça devient la norme, eh bien, le bénéfice en termes de salaire disparaît. L'autre point que je voudrais dire à Mme Moutet, c'est la rassurer absolument sur le fait que la société française est extrêmement diverse. Et qu'il y a d'ailleurs de ce point de vue dans la loi une diversité organisée sur les horaires de travail. Il y a des équipes en 2-8, en 3-8, en 4-8, il y en a qui travaillent le dimanche, il y en a qui travaillent le samedi, il y en a qui travaillent que le week-end, à France 24 par exemple, etc. Donc cette diversité existe. La question n'est pas celle-là. Et l'histoire de votre chien et de votre couple, vous repasserez, madame, mais c'est vous qui... Je vous trouve extrêmement personnel dans vos arguments.
Non, mais c'est ce que disait Margaret Thatcher. Elle disait, j'aime beaucoup quand les arguments deviennent personnels. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien m'opposer du point de vue des idées. Je suis tout à fait désolé, madame, mais c'est bien à des arguments que je m'adresse. C'est à l'argument de la non-diversité, qui est absolument faux, et à l'argument du passéisme, qui est absolument faux. En plus, je vais dire tout à fait clairement que si être moderne, c'est être dans une société déréglementée, je ne suis pas moderne. Bien. Alors j'avais remarqué. L'autre point... Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que ça crée des emplois par exemple, le travail le dimanche, est-ce que ça crée des emplois? Est-ce que ça permet aux entreprises de gagner plus d'argent? Par exemple, Leroy Merlin, excusez-moi de revenir toujours là-dessus, il dit qu'ils font leur chiffre d'affaires, que 10 à 20% de leur chiffre d'affaires se fait le dimanche. Mais il faut pas Donc, raisonner on est en période de crise, on se dit, il y a du chômage, les entreprises, si elles gagnent plus, ça veut dire qu'elles embauchent plus, ça veut dire que ça permet à des salariés de gagner plus le dimanche. Moi, je voudrais savoir en termes économiques. Vous êtes économiste. Donc, je suis économiste, et donc je vous dis qu'il n'y a strictement aucune étude qui prouve que globalement, l'ouverture du week-end ou du dimanche accroît. Il est absolument exact que si certaines entreprises disposent d'une plage d'ouverture plus grande que d'autres, elles vont gagner plus. Donc quand Leroy Merlin ou quand Castorama dit qu'il fait son chiffre sur des plages de week-end, je le crois, c'est pas la question. Ça ne nous dit pas pour autant que le volume global d'actions traitées dans la semaine ou dans le mois a augmenté. Enfin, je voudrais dire une dernière chose. Parce que sur la question des Champs-Élysées, de l'ouverture du week-end, etc., bien, il y a eu un grand débat, il n'y a pas très longtemps en France, à propos de la zone du boulevard Haussmann, qui est une zone de tourisme très importante. Et qui est fermée. Et qui est fermée. Et le Marais qui est ouvert. Voilà. Et le côté gauche des Champs-Élysées qui est fermé, et le côté droit qui est ouvert. Bien. Vous êtes d'accord pour dire que c'est absurde? Attendez. Donc, il y a bien des problèmes de distorsion de concurrence, contrairement à ce que prétendent madame, et vous voyez que je suis bien sur des arguments et qu'il nous faut une loi qui règle les problèmes de distorsion de concurrence. Mais l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est que cette zone qui est supposée faire fuir les touristes, elle a vu dans les 3 dernières années un investissement supplémentaire de Carrefour, un investissement supplémentaire des Galeries Lafayette et un investissement supplémentaire de Bucherer. Ce qui veut bien dire quand même que sans ouverture le dimanche, les zones dans lesquelles il y a une fréquentation de touristes continuent de croître. Mais Benjamin Corrière, ce soir, les hôteliers, il y a une information qui est tombée avant le débat, les hôteliers réclament justement l'ouverture des magasins parce que eux disent en tout cas qu'ils gagneraient en termes de chiffre d'affaires parce que les touristes, où vont-ils aller? Ils vont aller dans des endroits où des magasins sont ouverts. L'ouverture de davantage de crèches, ce qui créerait aussi beaucoup d'emplois. Donc si vous voulez, la question c'est toujours la même. Vous aurez toujours une salariée de Sephora, surtout si elle est à l'UMP, qui se promener sur toutes les chaînes pour dire qu'elle est une petite étudiante et qu'elle a besoin d'argent le week-end. Ça, vous trouverez toujours. Benjamin Corrière, il y a aussi des gens qui ont des emplois précaires qui gagnent pas beaucoup d'argent. La question n'est pas traitée. Allez, Sophie de Menton. Alors, juste Sophie de Menton et ensuite... Ce qui est très ennuyeux, c'est qu'on est enfermé dans l'idéologie. C'est-à-dire que c'est toujours mal, le salarié est toujours exploité, il est de toute façon forcé de... Non mais on fait son bien. Rien dit de tel. Il y aura toujours aux arguments que j'ai énoncés, ça serait bien. Vos arguments, c'est que vous avez immédiatement politisé le débat. Vous avez politisé le débat en disant... Non, il n'y a aucun tort de cette dame. La seule chose, c'est qu'on l'a présentée comme une petite étudiante alors que c'est une militante de l'UNI. Il y a un petit problème. Je veux dire, on peut vous en dire autant sur le syndicaliste. Comme ce qu'elle est, il n'y aurait pas eu de problème. Monsieur, justement... Attendez, Sophie de Menton. Je voudrais juste vous dire que nous sommes au cœur du problème. Benjamin Corrière, s'il vous plaît, soyez élégant. Vous êtes journaliste. Et vous savez très bien que présenter quelqu'un sur quelque chose qu'il n'est pas ne correspond pas à une information. Allez, on va pas faire une polémique, on perd du temps, il faudrait qu'on avance. Sophie de Menton, et ensuite on parle de la législation. De comprendre que ce qui est grave, c'est qu'on est dans l'idéologie totale. On est en France, en particulier, on véhicule, c'est la droite qui veut exploiter et ouvrir, la gauche qui veut le bien des gens malgré eux, et qu'on n'y arrivera pas. Le monde est en train d'être complètement bouleversé, y compris par Internet, on n'en parle même pas. Quand on peut acheter, travailler, c'est ouvert Internet, on peut acheter le dimanche partout. Moi, je pense que c'est bien d'aller se déplacer dans les commerces. Le dimanche sur Internet Vous êtes livré le dimanche? Quand vous achetez sur Internet le dimanche, vous êtes livré le dimanche?
pourquoi pas. En tout cas, le journal me déposait le dimanche. Amazon ne livre jamais le dimanche et ne livre jamais en soirée. Le journal auquel je suis abonnée me livre le dimanche, le Parisien. Je le reçois le dimanche chez moi. Mais un journal, madame, est soumis à une autre règle que les commerces. Je voudrais finir mon propos. Allez, Sophie de Vous êtes en train de choisir les secteurs où il faut, ce qui est bien et ce qui est mal, la liberté qu'il faut accorder, les jours. Je suis désolée, le monde change, des pays émergents sont en train d'arriver et c'est bien que peu à peu d'ailleurs ils se mettent. C'est naturel parce qu'un hôpital c'est plus important. Mais et les fleuristes le dimanche, pourquoi le fleuriste? Il y a des choses pour lesquelles les exceptions sont logiques. Mais vous avez quelle est la logique d'acheter des fleurs le dimanche? Expliquez-moi. Parce que c'est inhérent à l'activité. Non mais vous avez choisi les activités. Il y a des activités. Je veux la liberté de travailler. Par exemple, l'information doit continuer le dimanche. Mais pourquoi vous avez décidé? Est-ce qu'on peut pas avoir la paix et pas d'information le dimanche si on va par là? Alors, pourquoi? Alors, je vous propose d'écouter quand même Sylvia Pinel, qui est la ministre du Commerce et de l'Artisanat, qui était ce lundi chez nos confrères de France Inter. Et on va parler ensuite, justement, plus précisément de cette loi. Nous voulons aujourd'hui réaffirmer le principe du repos dominical, mais en regardant aussi l'existence du travail dominical qui est une réalité, et la superposition des dérogations a entraîné beaucoup de confusion, un manque de clarté pour les salariés, pour les entreprises, et il y a un besoin aujourd'hui de clarification. Il y a un millefeuille législatif et réglementaire qui est là, qui entraîne beaucoup de confusion, beaucoup de contentieux. Karl Gazi, vous êtes d'accord pour dire quand même qu'il faut un peu plus de clarté là? Oui, évidemment que nous sommes d'accord. Mais alors c'est quoi? C'est-à-dire que tous les magasins... La clarté c'est quoi? Tous les magasins doivent fermer. C'est quoi? On peut faire moins simpliste. D'où vient-on? Et d'où vient ce millefeuille? En 1993, la loi était simple. Les magasins devaient être fermés le dimanche. Ils avaient droit à 5 dimanches par an. Tout le monde logeait à la même enseigne. Et la concurrence se faisait dans un cadre commun à tout le monde. En 1993, on a une entreprise de lobbying très forte, une entreprise qui s'appelle Virgin, qui voulait ouvrir tous les dimanches et tous les jours jusqu'à minuit. Avec le succès qu'on connaît, on a vu l'avenir de cette entreprise, ce qu'il en est advenu. Ils ont obtenu, d'Édouard Balladur à l'époque, en 1993, une première loi sur mesure prévoyant des dérogations dans les zones dites touristiques pour les commerces dits culturels. Automatiquement, à la lisière de cette dérogation, tout un tas de commerçants ont dit « mais pourquoi eux et pas nous ?» et ainsi de suite. Et on a déclenché comme ça toute une série de violations de la loi qui deviennent des faits accomplis. Et après, une fois que le fait accompli est en place, on dit « ah, mais c'est quoi ce trottoir de gauche qui est fermé, ce trottoir de... » On va mettre de... Alors... Sarkozy dit ça en 2008. Que fait-il entre-temps? On a Madame Debré qui sort un amendement qui permet à l'ameublement. Pourquoi l'ameublement et pas les autres? On ne comprend pas pourquoi, d'ouvrir tous les dimanches. Et en 2009, arrive la loi Maillet censée mettre de l'ordre là-dedans. On est d'accord que c'est toujours la même famille politique qui vote tout ça. Mais vous dites quoi alors? Vous dites il faut qu'on revienne à la loi initiale, c'est-à-dire une ouverture exceptionnelle 5 fois dans l'année? Alors, deux choses. Vous dites non, Benjamin Correa. Moi, j'aurais savoir ce que Karl Gazi. Deux choses. La première chose, c'est que ce débat n'est pas qu'un débat de volontaires ou de non-volontaires. L'ouverture des magasins le dimanche a un impact bien au-delà des seuls volontaires. Il touche d'abord, bien évidemment, l'ensemble des salariés du commerce, puisqu'on est dans un secteur concurrentiel où l'ouverture de l'un entraîne automatiquement l'ouverture de l'autre derrière. Donc vous dites quoi, vous? Alors, et je termine, et c'est l'ensemble de la société qui est impacté derrière, parce que si les commerces sont ouverts, toutes les professions, ou presque, vont devoir travailler derrière, et il y a un impact sur la vie en ville, la vie des riverains. Mais ça, on l'a compris, mais vous ne répondez pas, pardonnez-moi la question, vous tournez Non, je ne tourne pas, je ne tourne pas. Vous êtes pour revenir à la loi initiale, c'est-à-dire une ouverture exceptionnelle 5 fois dans l'année, 5 dimanches. Oui, mais c'est pas simpliste ce que je vous dis, donc je suis obligé de l'expliquer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si toutes les composantes du problème ne sont pas traitées, nous ne trouverons pas de bonne solution. Il n'y a pas de solution ici. Qu'est-ce que vous voulez, Karl Gazi? Il n'y a pas que les salariés qui sont concernés dans cette affaire. Il y a les salariés qui veulent un certain nombre de choses, il y a les entreprises qui en veulent, il y a les consommateurs, il y a aussi la vie en société qu'on veut. Veut-on un pays ouvert 7 jours sur 7? Il n'y a pas de solution. Moi, j'entends, il n'y a pas de solution. Mais bien sûr, il y a une solution, mais la solution, elle passe par une discussion nationale. Est-ce que vous pouvez choisir ce qui est bien? Allez, Sophie de Montois peut vous répondre. Eh bien, est-ce que nous appelons de notre vœu en 2 mots, puisque vous voulez... Ah oui, mais décidez de la vie un débat national, oui. Qui prenne en compte toutes les composantes du problème avant de trancher. Qui êtes-vous, pardon, pour décider de la vie des gens? Il y a vous qui détenez la vérité sur ce qu'il faut, sur la vie que vous voulez pour les gens, sur la fermeture le dimanche, sur le repos dominical, sur ce que vous décidez d'avoir des jours ensemble, mais de quel droit? Mais qui êtes-vous? La liberté de travailler quand on veut. Et que je parlais au nom des salariés que je représente. Mais vous n'avez pas répondu, vous ne savez pas ce que vous voulez, il faut être concret. On a une loi absurde, ça je suis d'accord. Mais non, est-ce qu'on revient oui ou non à
c'est quand même très très concret de dire. Mais vous dites qu'il faut ouvrir un débat national, mais vous ne dites pas, voilà, moi je suis pour ça. Les salariés. Pour qu'un certain nombre de commerces puissent ouvrir le dimanche, ou au contraire pour qu'il y ait une ouverture 5 dimanches dans l'année. C'est quand même très flou, pardonnez-moi. Benjamin Correa. La discussion, la vraie discussion, c'est la suivante. Il y a une loi qui n'est pas très bonne. Hein, on est tous d'accord. On est tous d'accord, c'est déjà ça. Voilà. Il y a une loi qui n'est pas très bonne, qui prévoit un certain nombre d'exceptions, etc. Et dans des proportions qui sont très significatives, hein, puisque je répète que 30% des salariés sont amenés à travailler le week-end et pour certains en permanence. Donc la question, c'est la suivante. Est-ce que on se maintient dans cette proportion-là, en gros, en établissant à l'intérieur des règles, d'accord, qui permettent d'éviter la distorsion de concurrence, qui permettent de garder l'exception en termes de salaire, etc. Bien. Et dans ce cas-là, il y a un travail législatif à faire. Et ce que j'avais compris de ce que disait là, c'est le statu quo que vous proposez, en fait, Benjamin Correa, donc il n'y a pas vraiment de travail législatif à faire. Non, si, il y a un travail législatif à faire parce qu'il faut mettre de l'ordre sur les distorsions de concurrence, sur les passe-droits, sur des critères, etc. Ou bien, parce que c'est ça la discussion, ou bien franchit-on l'ensemble des limites, allons-nous vers la déréglementation sous prétexte de créer de l'emploi alors que absolument rien n'est prouvé. Mais la liberté, c'est aussi celle de ne pas avoir l'ensemble de sa semaine. La liberté, c'est pas les patrons qui l'ont donnée. Elle a été gagnée contre eux. Anne-Elisabeth, vous voyez la journée de travail, j'ai pas besoin de vous faire de longues histoires. Elle était de 12 heures il y a un siècle. Mais qu'il y a un progrès social, personne ne dément le progrès social. Très bien. Donc, il faut qu'il y ait un débat. La question, c'est, faut-il abolir la norme qui fait que le travail de dimanche est une exception réglementée, ou faut-il la conserver dans des limites qui permettent à la vie de vivre et de respirer? Voilà la question. Anne-Elisabeth Moutet, je voudrais savoir le regard que vous avez en tant que vous êtes franco-britannique, justement sur ce millefeuille. D'ailleurs, elle le dit, Sylvia Pinel, elle parle de millefeuille. Sur ce point-là, moi je pense qu'effectivement, il y a le fait qu'en France, on n'ose pas prendre des décisions vraiment, mais ça fait des années, hein, on n'ose pas prendre des décisions vraiment tranchées, c'est-à-dire dire bon, ok, on arrête. Et ensuite, il s'ensuit cette absurdité que tout le monde a décrite et qui est parfaitement vraie. Effectivement, si il y a 27 petites niches qui consistent à dire on peut faire ça, on peut pas faire ça, etc., c'est de la folie furieuse. Mais ça, c'est un manque de courage qu'on a vu dans d'autres domaines aussi, de différents gouvernements français, j'ajouterais de gauche comme de droite. Toute la législation sociale française est un maquis qui essentiellement a été plus ou moins, je ne vais pas dire dirigé, mais enfin plus ou moins canalisé par la même personne depuis 1978, Raymond Souby. Eh ben, les mêmes causes donnent les mêmes effets. Maintenant, plus spécifiquement sur la façon dont le débat se pose, vu de l'étranger, enfin, c'est absolument terrifiant parce que la seule solution qu'on pourrait donner à ça, c'est écoutez, faites un référendum. Mais je ne suis pas sûre que vous soyez d'accord pour un référendum parce que je pense qu'il y aurait plus de gens qui voudraient pouvoir... Écoutez, nous sommes des démocrates. La seule question, c'est pas le référendum. Vous êtes d'accord pour un référendum alors? Bien sûr, à une condition que le référendum se fasse dans une des conditions de débat. Voilà, ça y est. Et de clarté. C'est-à-dire que si on ne pose le problème... Êtes-vous pour la possibilité de travailler le dimanche? Réponse, oui. Ou non? Je suis pour un référendum, mais je vous le dis, cette question ne doit pas être prise par le petit bout de la lorgnette. Il ne faut pas faire croire aux Français que si les magasins sont ouverts, eux-mêmes ne travailleront pas. Parce que si on leur pose la question, est-ce que vous voulez travailler? C'est celle-là la question. Je ne suis pas certain qu'ils l'acceptent. Mais vous pensez qu'ils sont si bêtes que ça? Or, l'ouverture des magasins le dimanche, j'aimerais que vous fassiez autant la police quand je parle que quand c'est les autres. L'ouverture des magasins le dimanche entraînera forcément derrière l'ensemble des salariés. Et juste par rapport à la liberté, j'adore le mot liberté quand il s'agit de la liberté de l'argent et jamais de la liberté des personnes. Pourquoi le droit du travail pose des normes d'ordre public, qu'on appelle l'ordre public social? Parce que si on acceptait que le volontariat y déroge, ces règles deviendraient inexistantes. Je vous donne l'exemple du SMIC. Si on permettait que les employeurs embauchent des salariés volontaires en dessous du SMIC, tout le monde sait qu'ils n'embaucheraient plus qu'en dessous du SMIC et que le SMIC deviendrait un droit virtuel. Ça vaut pour le travail du dimanche. Oui, ça s'appelle des stagiaires, des gens qui sont sous-payés, exploités. Aussi, c'est exactement ça. Demandez aux stagiaires ce qu'ils en pensent. Et donc, cette norme sociale, elle ne souffre pas que le volontariat
c'est pas un problème de liberté individuelle, c'est un problème de choix collectif. La liberté individuelle n'est pas une liberté absolue en France, et heureusement, elle a sa limite. On peut pas dire heureusement. Elle a sa limite dans les choix collectifs. Et le choix collectif aujourd'hui dans ce pays, c'est de ne pas travailler. Collectivisme, arrêtez. Le mur de Berlin est tombé pour vous aussi. Écoutez, enfin, revenez sur terre, madame. Où sommes-nous? Collectivisme, mais enfin, vous vivez bien en collectivité, vous ne vivez pas seul au monde, il y a bien des lois en France, et aujourd'hui vous louez des patrons qui violent ouvertement la loi et qui disent à tout le monde très tranquillement, nous violerons la décision de justice. C'est ça votre républicanisme? C'est assez impressionnant. Je pense que je suis sans doute avec des salariés aussi. Je suis sans doute beaucoup plus démocrate que vous. Il y a une révolte aujourd'hui en France, c'est vrai. Kargazi, vous dites des patrons qui violent la justice, mais n'empêche que chez Leroy Merlin et chez Castorama, il y avait aussi des salariés qui avaient un t-shirt avec Yes Weekend. Donc il y en a aussi, il n'y a pas que... Le patron aurait fermé, il n'y aurait pas eu de salariés. Sophie de Menthon, moi je voudrais quand même, parce qu'on va bientôt arriver au terme de ce débat, le gouvernement a lancé une initiative, c'est donc de confier une mission à Jean-Paul Bailly, qui est l'ancien président de la RATP, de la Poste, pardonnez-moi, de la Poste. Est-ce que c'est une bonne initiative? Écoutez, je ne peux pas m'empêcher, hélas, de sourire, car en France, nous avons une spécialité, ce sont les commissions, les missions, les rapports, et que malheureusement, on ne suit pas d'abord ces rapports, parce qu'il y en a énormément d'excellents, et que c'est une façon d'enterrer les problèmes. Je pense qu'il faut du courage aujourd'hui. Il y a un moment où il faut du courage, où il faut une volonté, où il faut un leader, où on décide. Or, on ne décide pas, on parsème, on saupoudre, on file une mission, et... je ne vous donne même pas rendez-vous parce que ce sera encore une complexité supplémentaire à mon avis. J'aimerais me tromper. Kargazi, est-ce que vous êtes d'accord pour des accords branche par branche ou entre entreprises et salariés? Du tout. Pourquoi? Je vais expliquer très simplement. Je suis pour des accords globaux, pas branche par branche. Parce que le commerce, ce sont 80 branches. Et ces 80 branches mordent les unes sur les autres. Par exemple, vous avez la branche de la parfumerie qui n'est pas la même que celle des grands magasins. Donc ils se font concurrence, mais ils ne sont pas dans la même branche. Supposez que la branche de la parfumerie signe un accord et que la branche des grands magasins signe un accord différent. Ils se retrouvaient en situation de distorsion. Donc aujourd'hui, vu l'état des choses dans le commerce, 80 branches différentes, on ne peut pas réguler, on ne peut pas avoir une norme commune pour tout le monde. Mais en Allemagne, c'est ce qui se fait. Pourtant, il y a des accords comme ça qui se font branche par branche entre patronat et salariés. Et ça fonctionne bien. Je ne suis pas contre le principe de l'accord. Non, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Attends, je m'excuse, je finis. Oui, Benjamin Corial. Ça ne fonctionne pas si bien que ça parce que l'absence d'une législation précisément sur le salaire minimum fait qu'on a plusieurs millions de salariés qui sont payés à 4 € de l'heure. Et qui revotent pour ce même gouvernement pour dire ça, on n'en sait rien parce que il ne vous a pas échappé, madame, il ne vous a pas échappé qu'avec 48% des voix, la droite est minoritaire au Parlement. Je pense que ce pays il y a un désaccord entre les représentants de la gauche, mais la gauche est majoritaire au Parlement allemand. Ce que je sais, c'est que l'Allemagne fonctionne bien, que le chômage diminue. Vous voyez, il y a 48% d'un côté, il y en a 52% de l'autre. Allez, vous mettez le même je voudrais juste rajouter ce point. L'un des motifs pour lequel Merkel a obtenu les voix qu'elle a obtenues, c'est aussi qu'elle a fait campagne pour le SMIC. Voilà. Si vous l'ignorez, je vous l'apprends. Je veux dire, c'est extraordinaire de mauvaise foi. Vous êtes en train de dire qu'elle n'a pas gagné. Attendez, je suis en train de dire qu'elle est le premier parti. Allez, c'est un autre débat. On va pas faire. Je suis en train de dire qu'elle est le premier parti, que 48, il manque 52, et que les Allemands sont malheureux, que rien ne fonctionne, que les syndicats allemands ne sont pas bons. Vous êtes en train. Qu'est-ce que vous voulez que je dise contre ça? Je suis en train de vous dire une vérité élémentaire. J'aimerais quand même insister. Kargazi, il n'a pas terminé. Effectivement, le MEDEF dit aujourd'hui, il est pour une solution branche par branche. Je vous explique. Nous ne sommes pas contre le principe de la négociation. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les salariés du commerce, ils sont répartis sur 80 branches d'activité. Et que si vous trouvez des solutions branche par branche, par définition, ce ne seront pas les mêmes solutions d'une branche à l'autre. Donc ça ne réglera pas le problème de la distorsion de concurrence, puisque les Galeries Lafayette ne seront pas soumis au même régime que Marionneau ou que Sephora. Voilà. Alors, on n'a pas abordé cette question et pourtant elle était aussi intéressante. C'est l'aspect quand même philosophique, c'est le fait quand même d'arrêter peut-être pendant, peut-être on va terminer comme ça, mais parce que c'est intéressant aussi, c'est-à-dire de se dire finalement qu'on vit dans une société de consommation où tout va très vite et finalement le dimanche c'est peut-être aussi la journée, peut-être pas plus spirituelle, mais voilà, où on ne consomme pas, on fait une pause, Sophie de Menthon. Alors si on est sur ce registre, et vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est important, est-ce qu'il vaut mieux être devant sa télé pendant 5 heures ou sur son ordinateur scotché ou sur ses vues vidéo
vidéo? Est-ce qu'il vaut mieux aller acheter ou se brancher sur d'autres sites qui ne sont pas forcément ceux qui amènent la réflexion? C'est une question de société. Nous sommes en train d'évoluer à une vitesse gigantesque. Je n'ai pas la réponse à ça. Pourquoi pas le vendredi? Pourquoi pas le vendredi? Pourquoi pas le vendredi? Bon, pourquoi pas le vendredi? Mais nous sommes entièrement d'accord. La CGT ne défend qu'un jour de repos commun. Voilà, on peut le choisir n'importe quel jour de la semaine. On est ramené à la question qui est une vraie question, à laquelle j'ai pas du tout la réponse aussi tranchée que ce que vous croyez, mais à un choix de société qui est décide-t-on qu'à un certain moment dans la semaine, on a une chance de pouvoir se retrouver en nombre. Et vous qui défendez la décroissance... Moi, je défends la décroissance. Non, vous ne défendez pas la décroissance. Écoutez, alors là, franchement, relisez-nous. Allez, on arrête ce débat-là. En tout cas, c'était passionnant, c'était vif. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24. Je vous retrouve demain, 19h10, pour une nouvelle émission. Tout de suite, le journal. Très belle soirée.